Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les moments où ma vie, je trouvais elle était belle vraiment belle comme un roman. Et c'était parfois des moments où je lisais plus du tout. Mon enfance. Pour moi, les livres, ça commence plus tard. J'ai vraiment beaucoup de mal à parler d'un livre dans mon enfance. Pour moi, c'est plutôt l'adolescence. Mais là, je suis sec. J'ai pas de livre qui a marqué mon enfance. Non. Pour moi, les livres arrivent plus tard. Plus tard. Ouais, 15, 16 ans. Ah, les chocs esthétiques, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Le, le premier grand choc, c'est le livre qui m'a donné envie de lire, en fait. C'est un livre que mon père m'a offert. C'était terrible parce qu'il m'a offert, j'avais, je crois, 17 ans. Et avec une belle dédicace. C'était Que ma joie demeure de Giono. Et il disait que c'est le livre. Mon père était expert comptable, mais enfin, il écrivait beaucoup aussi. Donc il avait un don pour ça et puis un goût pour ça. Et il me l'a offert en disant que c'était le livre qu'il aurait aimé écrire. Voilà, s'il avait écrit un livre, ça aurait été celui-là. Et je ne l'ai pas ouvert pendant un an. Donc je pense ça a dû vraiment lui faire de la peine. Et je l'ai ouvert, je pense, un an plus tard, à 18 ans. Et ça a été un tel choc, je me souviens. C'est vraiment le livre qui pour moi, c'est la naissance. Voilà, des livres dans ma vie. Avant, j'avais lu à l'école, mais c'était toujours, là, on était obligé. Il fallait lire Germinal. Euh, et je me souviens que ce livre, j'ai mis presque un an à le lire parce que je voulais pas le finir. Donc je finissais par le faire quasiment de gorgée par gorgée, 2 pages, 3 pages, pas plus. Tellement ça m'a frappé. Voilà, ça c'est le premier choc. Et puis après il y a eu le deuxième grand choc, c'est Céline. Voilà, j'étais complètement possédé par. J'ai tout lu, j'arrivais plus à lire autre chose. Enfin j'étais vraiment dans son monde, j'arrivais plus à en sortir. Ça c'est le deuxième très 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 grand choc. Et le troisième un peu plus tard, c'est Kundera. Voilà, une admiratrice en Belgique m'a offert l'immortalité. Et ça a été un bouleversement à tel point que ça m'est jamais arrivé d'écrire un créateur, d'artiste. Je l'ai fait 2 fois dans ma vie. Je l'ai fait avec Cecilia Bartoli quand je l'ai découverte. Parce que vraiment, je peux pas, voilà, je peux pas ne pas lui dire ce qui s'est passé en l'entendant. Et Kundera, en fait, je l'ai écrit chez Gallimard. Voilà, j'ai écrit une petite lettre comme ça pour dire que tous les grands auteurs que j'avais lus étaient morts depuis longtemps et que d'en lire un qui soit si immense et dont je savais qu'il était presque mon voisin, il fallait que je le remercie. Voilà. Et il m'a répondu une petite carte très très gentille que je dois avoir quelque part. Et on ne s'est jamais rencontrés, bien sûr. J'ai pas spécialement envie de rencontrer un écrivain, quel qu'il soit, vivant ou mort, si j'avais une machine à remonter le temps. C'est comme les compositeurs, en fait. Je suis pas sûr que j'aurais envie de rencontrer Mozart ou Beethoven. J'aimerais les entendre. J'aimerais être caché dans une salle au fond de la pièce pour les entendre jouer, improviser, rencontrer. Voilà, je pense que les artistes qu'ils ont le mieux à donner, c'est dans cet extrême condensé d'une œuvre ou de plusieurs œuvres. Mais on le voit bien parfois quand on rencontre des gens très connus, pas des acteurs ou des musiciens, finalement on se dit que ce qu'ils ont de mieux à donner, et nous aussi, musiciens, c'est ce que je dis aux gens qui ont l'impression que les pianistes sont des espèces voilà, de demi-dieux. Vous savez, quand je sors du supermarché avec mes cabas, je suis un pecno comme un autre. Et parfois, quand on est en train de faire de la musique, là, on est. C'est même pas qu'on s'élève, en fait, c'est qu'il y a une densité dans ce qu'on vit et dans ce qu'on donne à ce moment-là. Donc, évidemment, un écrivain qui a passé 2, 3, 4 ans à écrire un livre, bon, ça pourrait être très intéressant d'aller prendre un verre avec lui, mais je n'ai jamais eu envie spécialement de rencontrer un écrivain ou une écrivaine. Aucun. Là, je cherche. Non, parce que ce sont des livres pas sur la musique qui ont nourri. Même pas des livres qui parlent de musique. Il y a un petit livre très très beau qui s'appelle L'amour pur, Augustin Izquierdo, dont on dit que ce serait Pascal Quignard qui l'aurait écrit de la main gauche, qui parle d'amour, de sexe et de musique, comme souvent chez lui.
donc c'est un livre qui était très musical, mais L'immortalité de Kundera, c'est un livre très musical aussi. Il y a Beethoven, Goethe dans la... Mais un livre sur la musique, non, jamais. Ce sont des livres enfin, qui n'avaient aucun rapport avec la musique, ou qui étaient, comme l'écriture de Céline, une écriture tellement, tellement musicale. Que j'aurais rêvé d'être. Je pense que ce serait un personnage de Stendhal. C'est Fabrice, non, dans la Chartreuse. Mais oui, ce serait un personnage de Stendhal pour l'intensité, pour la vitesse, pour le charme, pour l'intensité de vie. Ce serait peut-être. Mais je me suis jamais posé la question, donc là vous me la posez. Enfin, je n'ai jamais rêvé non plus d'être un personnage de. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les moments où ma vie, je trouvais qu'elle était belle vraiment belle comme un roman. Et c'était parfois des moments où je lisais plus du tout. J'avais plus besoin de livres parce que j'avais l'impression que le réel était aussi passionnant, aussi dense, aussi plein de surprises, de découvertes qu'un vrai beau roman. Et dans ces cas-là, j'ouvrais plus de livres. Donc j'étais moi-même, dans mon imagination, un personnage de roman. C'est très autocentré de dire ça, mais voilà, je le vivais un peu comme ça. J'avais l'impression de tourner les pages de ma vie et que le monde devenait un terrain de jeu. Et bien là, le livre peut-être que j'ai le plus offert, c'est pas un roman, c'est un livre de Pema Chodron, qui est une nonne bouddhiste, qui s'appelle Conseil d'une amie pour les temps difficiles. C'est un livre que j'ai lu, que j'ai relu, que j'ai souvent utilisé comme une médecine, et je pense que c'est le livre que j'ai le plus offert. Et il y a un livre que j'ai beaucoup offert, qui est une bande dessinée pour les enfants, que j'ai offert à des enfants et à des grands, qui s'appelle Le Conte chaud et doux des Chaudoudous, qui est le plus beau livre pour enfants que j'ai jamais lu et que j'ai offert à des grands et à des grandes personnes, oui, parce que c'est un livre magnifique. Ouais. Oui, parce que souvent, c'est un peu comme en musique, c'est-à-dire que quand j'étais possédé aussi, tellement admiratif, c'est arrivé avec Glenn Gould, c'est arrivé avec Radulopou, j'avais tendance à m'identifier complètement et donc à jouer comme eux, en moins bien évidemment, mais enfin voilà, à essayer de comprendre de l'intérieur ce qu'ils faisaient et à vouloir leur ressembler. Et il y a une époque, c'est vrai, quand j'avais 20 ans, quand j'ai été tellement, où j'ai découvert vraiment la littérature, où j'étais parfois en immersion totale. En fait, c'était plus important pour moi que la musique. J'écoute pas de musique. J'écoute très peu de musique et dans toute ma vie, j'ai beaucoup joué, mais très très peu écouté de musique. Et quand j'écoute la musique, souvent, c'est pas la musique que je joue. Donc je vais chercher la nourriture ailleurs. Et les livres étaient, par contre, m'habitaient complètement. C'est-à-dire que j'arrivais plus à en sortir. Et donc à ce moment-là, voilà, comme on se rêve, je sais pas, acteur ou président de la République ou je sais pas moi, champion de tennis, je me suis rêvé ou imaginé ou fantasmé écrivain. Alors voilà, j'ai un peu pastiché Céline à l'époque. Voilà, je me souviens d'avoir écrit un petit texte qui en écho à cette scène absolument dantesque de Mort à crédit où ils sont tous sur le pont du bateau, malades comme des chiens, et où il décrit ça. Enfin bon, ça devient c'est du Bruegel, quoi. Et j'avais fait un petit texte comme ça. Mais j'ai pas de don. J'ai pas de don vraiment. Et c'est comme avec l'improvisation ou la composition. C'est-à-dire j'ai le don d'admirer ceux qui font ça très bien. Et justement, je me vois pas le faire médiocrement. Mais oui, dans une autre vie, peut-être que j'aurais pu me rêver écrivain. Alors en ce moment, je viens de terminer Les Furtifs de Damasio. Je trouve quand même très impressionnant. J'avais beaucoup aimé Sa robe du contrevent. Voilà, et puis j'aime ces livres qui sont un peu comme un monde. Il essaye de tout mettre dans son livre, presque trop mettre en fait. Mais il y a un côté Balzac et je trouve ça foisonnant, passionnant, tellement intelligent, tellement visionnaire. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Mais juste avant, et puis j'en ai eu plusieurs ces derniers temps, on m'a fait découvrir une écrivaine japonaise, s'appelle Aki Shimazaki, qui écrit des tout petits livres comme ça, qui écrit des pentalogies. Chaque petit livre se lit en une heure et demie. Et comme je suis tellement en manque du Japon, je ne peux pas voyager comme tout le monde depuis 2 ans, et que c'est le pays au monde qui me manque, donc j'ai relu
Et j'ai relu Murakami et j'ai découvert cette jeune femme. Et ce qui m'a fasciné, c'est que c'est son histoire, c'est qu'elle était, elle avait que je crois 25 ans au Japon, elle s'est expatriée au Canada anglophone. Je crois qu'elle est même devenue traductrice anglais-japonais. Et à 40 ans, elle s'est installée à Montréal et elle a commencé à apprendre le français en autodidacte. Et tous ses livres sont écrits en français. C'est devenu sa langue d'écrivain, une langue qu'elle a apprise à 40 ans. Et ça m'a complètement fasciné parce qu'un des premiers réflexes quand j'ai lu ces livres, c'est d'aller savoir qui avait traduit. Parce que c'est en même temps incroyablement japonais, mais c'est d'un dénuement absolu. C'est quasiment sujet, verbe, complément. Et c'est en même temps tellement, tellement japonais. Mais il y a quelque chose dans l'écriture. Je me dis, mais qui a fait ça? Quel est le cheminement? Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que c'est elle qui écrivait. Donc, en fait, sa langue, hein, c'est pas Nabokov qui s'approprie une langue et voilà, qui est un virtuose. Peut-être que justement, cette langue qu'elle a apprise tard, qu'elle maîtrise peut-être moins bien que les deux autres langues, ça donne une couleur tout à fait particulière, un minimalisme à son écriture qui est fascinant, parce que c'est en même temps tout à fait japonais, mais tout à fait autre chose. Et pas typiquement français comme écriture. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup fasciné. Et puis ça m'a permis de voyager, parce que les livres, c'est ça aussi, hein, c'est de vivre d'autres vies que la sienne. Ça, c'est un livre qui m'a marqué aussi, celui de Carrère, d'autres vies que la mienne. Ça, c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Mais voilà, cette écrivaine, ça me permettait d'être au Japon en restant chez moi. L'esthétique romantique en général me touche peu, voire parfois déclenche un peu me fait réagir. Voilà. Le côté romantique, un peu souffreteux, névrotique, de se couper les cheveux en 4, en 8, en 16, de se regarder le nombril, de mettre ses tripes sur la table, c'est pas quelque chose qui me touche. Et donc j'ai lu assez peu de... Voilà, je joue peu de musique romantique, je joue peu de Liszt, je joue pas de Schumann pour ainsi dire, assez peu de Chopin. En règle générale, l'esthétique romantique je sais pas pourquoi, ce serait intéressant de savoir pourquoi elle me fait réagir, pourquoi parfois elle me tient à distance. Donc, mais enfin, si ça devait être... ce que j'aime, c'est le romantisme qui est en pleine santé. Donc ce serait Victor Hugo. Voilà, ce serait L'homme qui rit, par exemple, de Victor Hugo. Ça, oui. Mais ce romantisme pas qui est là toujours à la limite de défaillir et de mourir de je sais pas quoi, de pamoison, d'amour ou de tristesse ou de désespoir, mais le romantisme qui dévore le monde, quoi. Celui-là, oui, plutôt Hugo.